Bienvenue donc à ce nouveau webinaire sur le génogramme en compagnie de Christophe Brett, Ividor et Maria Borsa. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir répondu présent ce soir. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure. On va d'abord faire une introduction qui sera faite par Sophie Couraud qui est avec nous, qui est la directrice des éditions ESF Sciences Humaines, qui va vous présenter les ouvrages de Ivy, Maria et Christophe. Puis, nous enchaînerons avec des questions-réponses. Bien sûr, si vous avez envie de réagir, de poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Je vais te laisser la parole, Sophie. À toi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux ce soir. Vous êtes près de 700 personnes à vous être inscrits à ce webinaire pour découvrir et échanger avec nos auteurs présents en cette fin de journée sur cet outil puissant et créatif qu'est le génogramme. Pour laisser le plus grand temps possible à vos commentaires, à vos interactions avec nos trois auteurs. Je vais être très rapide. Je suis d'autant plus heureuse de cette soirée spéciale Génogramme chez ESF que grâce à Christophe Brett, médecin, nous avons eu la chance de publier 40 ans après la première édition de son livre, la nouvelle version du livre de Monica McGoldrick et Randy Gerson, le génogramme, principes et applications cliniques. Certains d'entre vous connaissent ce livre. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment, on va dire, la Bible, mais Christophe nous le présentera tout à l'heure plus précisément pour tout comprendre sur cet outil qu'est le génogramme. Et nous avons la grande chance et l'honneur de compter ce soir parmi nous Ividor et Maria Borxa qui ont coordonné un ouvrage sur le même sujet qui est paru en 2020 sur les utilisations actuelles du génogramme et qui s'appelle le génogramme d'aujourd'hui. Donc nous allons pouvoir tous les trois échanger avec vous sur cet outil qui, on va le voir, n'a pas pris une ride et qui sait s'adapter à des contextes très, très différents. Donc, vous êtes nombreux à participer à notre webinaire et je vous en remercie. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage pour laisser un maximum de temps à nos échanges et pour vous permettre de leur soumettre vos interrogations, vos remarques, vos témoignages. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Vous pourrez, au fil des interventions, poser toutes vos questions, faire vos commentaires et nous les suivrons attentivement et nous les relirons. Très bon webinaire à toutes et à tous. Merci infiniment, Herminie, pour cette organisation et je vous laisse la parole à tous les quatre. Merci, Sophie. Merci. Alors, pour commencer, je voudrais m'adresser à vous, Christophe. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'autrice du livre que vous avez traduit, donc Le génogramme? Pouvez-vous nous présenter Monica McGoldrick, qui a beaucoup écrit et finalement a été assez peu traduite en France, puisque donc seul le génogramme, principe et application clinique a été traduit. C'est le seul ouvrage de cette autrice, pourtant reconnue. Oui, merci pour cette invitation. Oui, effectivement, Monica McGoldrick a écrit de nombreux livres et très peu ont franchi la frontière des États-Unis. Je pense notamment à son premier livre qui portait sur les cycles familiaux et qui en est aujourd'hui à sa 5e édition aux États-Unis. Alors, à ma connaissance, il n'a jamais été traduit et pourtant, il est considéré comme un classique de la thérapie familiale. Donc l'ouvrage qui a traversé les frontières américaines, c'est finalement son livre sur le génogramme. Mais il faut savoir qu'elle en a écrit 3 sur le génogramme, Monica McGoldrick. Donc elle est très très active. Donc qui est Monica McGoldrick, je vais essayer de vous la présenter rapidement.
Évidemment, c'est une figure majeure de la thérapie familiale américaine. Elle est née en 1943 à Brooklyn, un quartier de New York. Donc, elle est toujours en vie, hein, Monica. Elle a plus de 80 ans aujourd'hui. Alors, elle raconte qu'elle a passé son enfance dans une ferme en Pennsylvanie et ses parents étaient d'origine irlandaise. Et elle découvrira plus tard que ses origines irlandaises ont eu beaucoup d'influence sur sa vie, ce dont elle n'avait pas conscience étant enfant, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est beaucoup intéressée aux influences culturelles que nous avons tous en fonction de nos origines. Alors, pour la situer un petit peu dans l'histoire des thérapies familiales, si on brosse très très rapidement, je vais essayer de ne pas être trop long, on peut dire que Monica McGoldrick, elle fait partie de la seconde génération des thérapeutes familiaux. C'est que les thérapies familiales, elles sont nées aux États-Unis dans les années 50, donc quand Monica McGoldrick était enfant. D'abord sur la côte ouest américaine, avec la célèbre école de Palo Alto, et puis avec d'autres psychiatres qui étaient plutôt situés sur la côte est des États-Unis. On peut en citer quelques-uns, Murray Bowen, Salvador Minuchin, Bozor Meninagi, bon, il y en avait pas mal. Et finalement, c'est l'un de ces pionniers de la thérapie familiale qui a été le professeur de Monica McGoldrick, Murray Bowen. Monica, elle fait partie de la seconde génération et elle s'est formée à la thérapie familiale à un moment où les thérapies familiales étaient vraiment à leur apogée aux États-Unis, mais également assez critiquées parce que on a reproché un petit peu à cette première génération d'être un peu dans le schéma patriarcal, pas assez ouvert sur la diversité culturelle. Et justement, Monica, par la suite, va beaucoup développer cet aspect-là dans le champ de la thérapie familiale avec d'autres. Et donc, elle est considérée aujourd'hui comme la thérapeute qui a apporté une approche beaucoup plus inclusive à la thérapie familiale, donc à partir des années 80. Donc ses principales contributions portent là-dessus, hein, l'importance des facteurs sociaux, culturels, de genre également. Les cycles de vie, évidemment, j'en ai parlé, qui ont beaucoup d'influence sur les familles. Et puis, Monica McGoldrick, elle a eu un certain engagement féministe aussi. Elle a vraiment été associée aux premières thérapeutes familiales féminines aux États-Unis. Voilà. Sur la fin de sa carrière, elle a créé un centre multiculturel, un institut multiculturel de la famille dans les années 90, donc qui traduit bien son intérêt pour les aspects multiculturels de la thérapie familiale. Mais bon, son impact majeur quand même au niveau mondial, c'est tout le travail qu'elle a fait autour du génogramme, puisqu'elle elle a contribué à sa normalisation et à sa diffusion à travers le monde. Le livre qu'on a sous les yeux a été traduit non seulement en français, mais je crois en allemand également, en espagnol, en italien. Donc c'est vraiment un livre mondialement connu et qui a rendu Monica McGoldrick célèbre. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur elle. Merci Christophe. Est-ce que Yvi ou Maria, vous auriez quelque chose à ajouter? Ben, j'imagine que Oui. Maria aussi. Vas-y Maria, parce que tu la connais, Monica McGoldrick surtout. Oui, alors Monica, elle est membre honoraire à l'association de l'EFTA. C'est l'association de thérapie familiale européenne et elle est vraiment reconnue partout en Europe. Alors, c'est vrai que le livre de Monica a été traduit, par exemple, en allemand, je crois, il y a 30 ans déjà. Alors, c'est vraiment un livre de base pour, euh, pour le travail systémique en Allemagne.
et dans différentes disciplines. Alors, c'est pour les médecins, pour les psychothérapeutes, pour les travailleurs sociaux. Alors, c'est vraiment une livre, oui, comme j'ai dit, de base, fondamental, je trouve. Alors, c'est vrai que quand Christophe m'a parlé de la traduction qu'il avait déjà démarré et qui était déjà bien avancée de ce livre, et que du coup, on a proposé à Sophie Couraud des ESF pour la collection, l'idée pour moi, c'était quand même de renouer encore plus avec Monica McGould, qui est de la faire venir encore plus dans le contexte français. Je dis encore plus parce que elle a été très gentille avec moi et Maria. Elle a beaucoup soutenu le livre Les génogrammes d'aujourd'hui. Elle a écrit notamment une petite lettre de soutien. Et lors d'une conférence qu'on a pu faire avec les ESF, elle a même répondu à une interview pour toi, Maria. Oui, c'est vrai. Et c'est sur YouTube aussi. On peut regarder Monica sur YouTube. Dans une conférence, on a donné un webinaire sur notre livre. Oui, Ouais. c'est ça. En 2022, j'ai mis pour tout le monde le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à voir. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre chaîne YouTube ESF Sciences Humaines. Donc c'était un webinaire autour du livre justement de Maria et Ivy, Les génogrammes d'aujourd'hui. Et au bout d'une trentaine de minutes, je crois à peu près du webinaire, on passe l'interview que Maria a faite avec Monica. Donc n'hésitez pas à aller voir après si vous avez envie. Voilà, donc c'est deux livres qui se complètent, c'est-à-dire le livre qui a été traduit par Christophe Brett, c'est quand même un livre qui est on va dire, oui, je suis d'accord, un peu la Bible, hein, le manuel, et puis d'une manière beaucoup plus approfondie que la première édition. Et c'est-à-dire publié 40 ans après, c'était bien plus adapté, bien plus renouvelé, plus moderne. Ça venait, je trouve, compléter ce livre qu'on avait publié quelques années auparavant. Donc, je trouve que c'est tout à fait le sens aussi de notre venue à Troyes pour cette conférence aujourd'hui autour du génogramme. Tout à fait, oui. Et est-ce que vous pourriez justement nous raconter un peu l'histoire de ce livre qui en est donc à sa 4e édition? Comment c'est devenu un classique de la thérapie familiale? Alors oui, le livre de McGoldrick en est à sa 4e édition. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu un classique. C'est que finalement, Monica, vous savez, c'est un peu son chef-d'œuvre qu'elle n'a jamais abandonné, qu'elle essaie d'améliorer depuis 30 ans. La première édition date de 1985 aux États-Unis. Elle l'a écrit avec Randy Gerson, qui a été donc son premier partenaire d'écriture. Et Randy Gerson, c'est celui qui a pour la première fois réussi à dessiner des génogrammes de manière informatique. Parce qu'évidemment, il fallait pouvoir rendre les choses de manière informatique pour pouvoir les présenter dans un livre. Donc c'est quand même grâce à lui que ça a pu, que le premier livre a pu paraître. Et pour la petite histoire, Randy Gerson, il est décédé, je crois, en 1995, donc avant même la 2e édition du livre. Et Monica McGoldrick lui rend hommage en l'inscrivant à chaque fois dans les nouvelles éditions de son livre. Mais en fait, il n'a pas participé aux éditions suivantes. Donc il y a eu une édition après en 1999, il y en a eu une en 2008, et puis une dernière donc en 2020, et c'est celle qui vient d'être traduite. Alors à chaque fois, elle a enrichi son livre avec de nouveaux génogrammes, de nouvelles situations, et le dernier est en couleur. Il est très très beau hein, esthétiquement, avec beaucoup de génogrammes en couleur. Et ce qui a pu contribuer à rendre ce livre célèbre, c'est très connu. Monica McGoldrick a eu l'idée de s'appuyer sur des personnalités célèbres pour présenter les génogrammes. Elle trouvait que présenter des situations cliniques, ça allait être assez ardu et difficile euh, pour intéresser les lecteurs, pour les intéresser à cet outil. Et donc, elle a eu cette idée géniale
de passer par des personnalités célèbres, alors que dans le livre, bon, c'est surtout des personnalités américaines et anglaises. Anglaise parce qu'il y a par exemple la famille royale d'Angleterre, hein, dont on a plusieurs génogrammes, des présidents américains. Alors il y a les premiers, Washington, Jefferson, il y a aussi Roosevelt, Bill Clinton, et puis peut-être que c'est une 5e édition, ben, on aura droit à Barack Obama et peut-être Donald Trump, sait-on jamais. En tout cas, ça a beaucoup contribué, je pense, à la diffusion de ce livre. Mais je crois aussi qu'il est paru vraiment, je parle toujours de la première édition, à l'apogée, pour moi, hein, des thérapies familiales à travers le monde, puisque les ESF l'ont publié, enfin l'ont traduit pour la première fois en 1990, donc la première édition. Et on sait que c'était les années fastes des publications en thérapie familiale en France, hein, et particulièrement avec ESF. On se souvient de tous ces livres qui sont parus dans cette collection dans les années 80-90, hein, tous les livres de Mara Selvini, d'Andolfi, de Philippe Caillé, si on doit citer des Français, ou Robert Neuburger. Et donc, le livre de Monica McGoldrick a été un petit peu noyé parmi tous ces livres dans les années 90. Mais je pense que c'est un de ceux qui a le mieux résisté au temps, hein, puisque elle l'a travaillé, et puis ben, on a la chance d'avoir la dernière édition qui paraît, et on voit comment ce livre, elle a pu l'adapter finalement aux évolutions de la société, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un livre qui compte toujours beaucoup, hein, pour les thérapeutes familiaux. Après, le sujet est un sujet très important, hein, les génogrammes, c'est-à-dire ce graphisme, cet autre langage qui aide à parler de la clinique, à simplifier aussi le langage de manière à ce qu'il soit un langage un peu commun et partagé entre les professionnels. C'est quand même un outil qui traverse la vie de tous les thérapeutes systémiques parce que dès le début des formations, on va faire notre propre génogramme, on va travailler sur ce génogramme. Enfin, c'est quand même un... Et puis après, ben, le travail sur des situations cliniques qu'on amène. Et puis ensuite, la question des prises en charge, comment on la décrit, pour échanger avec les autres collègues, la supervision, on va l'utiliser quand même beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui n'est pas exclusif à l'approche systémique, mais c'est un outil qui a pris une place très importante pour décrire les relations, les modalités communicationnelles, l'histoire des familles. Et c'est vraiment un langage assez aisé pour aborder la clinique. C'est sans doute aussi pour ça le succès d'autant de personnes aujourd'hui, hein, parce qu'on sait que le génogramme peut être d'une grande richesse pour penser la clinique, pour l'élaborer. Oui, ça rend l'individu dans le contexte familial, hein, et ça, c'est important dans beaucoup de contextes. Alors, des contextes professionnels, dans les psychiatries, par exemple, qui sont toujours encore plus centrés sur l'individu. Et alors, on a la famille euh, devant nous avec le génogramme et on peut parler des patterns, des relations, des aspects transgénérationnels. Alors, c'est vraiment quelque chose... c'est plutôt un langage qui, de mon point de vue, transcende aussi les limites entre les professions. Ça donne une langue graphique et ça aide aussi de collaborer avec des autres professions. Et le livre, donc le génogramme de Monica McGoldrick, à qui il s'adresse Je ne sais pas si Christophe voulait. Oui, on a un petit peu répondu à la question. Bon, je pense qu'il s'adresse avant tout aux thérapeutes familiaux, évidemment, aux étudiants, hein, en thérapie familiale.
Moi, je me souviens quand j'ai fait mes études à l'Institut d'études systémiques, d'ailleurs, Yvi a été l'un de mes professeurs, et ben, on distribuait des photocopies du livre de Monica McGoldrick, enfin, de la première édition. Donc, c'est vraiment moi, je compare ça au stylo et au clavier pour l'écrivain, hein, le thérapeute familial. Alors, ça dépend des courants qu'il utilise, hein. Il y a toujours peut-être des thérapeutes familiaux qui utilisent peu le génogramme, mais c'est quand même l'outil universel, l'outil alpha, je crois, disent Maria et Ivy, du thérapeute familial. Mais comme je suis assez d'accord avec Maria Borxa qui disait que ça peut servir à d'autres personnes que les thérapeutes familiaux, les médecins, moi je suis formé en thérapie familiale, mais je suis médecin, hein, avant tout, et je l'utilise comme médecin. Voilà, peut-être les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, enfin tous ceux qui ont un métier avec un aspect relationnel important avec les familles peuvent tout à fait s'approprier le génogramme et l'utiliser dans leur pratique. Pour la petite histoire, Monica McGoldrick essaie même je crois, de le rendre populaire auprès de tous les publics. Puisqu'il faut savoir, je vous ai dit qu'elle avait écrit plusieurs livres sur le génogramme, et elle en a publié un qui en est à sa 3e édition, là, qui vient de paraître aux États-Unis. Peut-être que Maria Borxa le connaît, qui s'appelle You Can Go Home Again, Reconnecting with Your Family. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse faire son propre génogramme pour faire un travail sur soi, dans sa famille, etc. Donc c'est un livre grand public, hein, qu'elle a écrit. Bon, je crois que c'est pas très diffusé auprès du grand public aujourd'hui, hein, mais voilà, moi je l'ai partagé ce livre avec des gens de ma famille qui sont pas du tout thérapeutes familiaux, qui l'ont lu, ça les a intéressés, et du coup certains d'entre eux ont fait quelques recherches sur la famille. Mais enfin bon, ça c'est assez anecdotique. Le livre s'adresse vraiment à des professionnels du soin et de la thérapie familiale. Et on a une question justement, une première question et d'une professionnelle qui demande, donc déjà bonjour et merci pour cette conférence, bah, merci à vous d'être présente. Quel outil numérique vous conseilleriez pour créer des génogrammes, notamment en thérapie de couple? Alors, moi je vais répondre là-dessus. Il y en a un qui est connu. Alors, est-ce que son nom va me revenir? Mais je trouve Génopro, voilà. Génopro, merci Yvi, j'avais un petit trou de mémoire. Mais vraiment, Génopro, pour moi, on l'utilise que pour des publications, en fait, hein. Je crois on fait tous des génogrammes avec un stylo 4 couleurs, une feuille, enfin crayon papier. C'est largement suffisant de les faire à la main. Ça ouvre à beaucoup plus de créativité. On peut aussi le faire, je pense, avec les familles sur un tableau blanc, sur un paperboard. Enfin, il y a plein de manières de faire un génogramme. Mais la manière informatique est un petit peu difficile. Enfin, le logiciel est pas très évident à utiliser. Et je crois que c'est plutôt quand on veut faire une publication, écrire un article ou pour les besoins d'un livre, effectivement, Génopro sert à faire de jolis génogrammes au propre, mais ça enlève le côté créativité du génogramme à la main. Donc moi, je lui conseillerais d'apprendre à les faire à la main. Voilà, c'est le meilleur moyen de faire de beaux génogrammes. Merci. Si on travaille en ligne, par exemple, alors peut-être on a besoin d'un outil numérique, hein. Alors on utilise aussi chez nous le Génopro. Je crois que c'est le plus connu. Mais il y a maintenant, après le Covid, parce que les gens ont travaillé beaucoup en ligne, il y a plusieurs outils pour faire des génogrammes aussi. Il y a aussi Oui, la alors, possibilité de tracer directement les dessins, de dessiner. Il y a des collègues qui dessinent avec les tablettes. ouais, les parties dessin aussi, et puis elles dessinent directement quand ils font des entretiens en ligne, l'utilisent comme ça.
Mais c'est vrai que si on est dans la clinique, au cabinet, en direct ou à l'hôpital ou dans des institutions, ou même en génogramme qui circule, c'est souvent un génogramme papier, souvent dessiné par la famille d'ailleurs, sauf si c'est un génogramme qu'on fait entre professionnels. Du coup, nous, on dessine. Parce qu'il y a tout cet aspect aussi, quand on demande à la personne de dessiner, il y a tout ce qu'on va observer sur par qui elle commence le dessin, quelle est la place qu'il prend, la famille du côté paternel ou la famille du côté maternel, quelle place va prendre elle plan dans la feuille aussi. Quelquefois, on voit bien, c'est une toute petite, un tout petit rond, parce que les ronds veulent dire les femmes ou les carrés qui signifient les hommes. Donc, il y a un tout petit signe pour désigner cette personne, et puis d'autres avec plein de gros signes comme ça. Ce qui est cet aspect aussi analogique et même graphique du génogramme qui est quand même une vraie richesse aussi. Et aussi, tu as dit ça, c'est plus. Alors, on peut regarder le génogramme comme un résultat, mais c'est aussi le processus qui est très, très, très important. Alors, c'est comment il y a une influence si on fait en ligne ou en papier. Ou, pour quelles raisons? Alors, c'est toujours aussi une intervention aussi. C'est pas seulement des infos, les informations qu'on collecte, mais c'est créer un génogramme pendant le processus de la thérapie, c'est une vraie intervention. Et ça demande une intention, ça demande de Oui. créer un contexte pour que cela soit fait, ça demande une intention clinique, et du coup, c'est la façon qu'on va faire. Le génogramme dépend de cette intention clinique, c'est-à-dire, est-ce que je vais faire une séance avec la personne? Est-ce que c'est la personne qui dessine? Est-ce qu'ils vont faire... Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, mais je ne sais pas comment tu fais, toi, Christophe. Quelle est ta pratique, toi? Tu fais Ah non, faire moi, une séance? Tu le fais... non, moi, je le fais, j'ai envie de dire, égoïstement pour moi. Donc, je pense que, effectivement, quand on est thérapeute familial, moi, je suis médecin hein, dans mon activité principale, donc je ne fais pas de la thérapie familiale. Donc, je fais les génogrammes pour moi, évidemment, avec les familles. Elles voient bien que je dessine le génogramme au fur et à mesure que je discute avec elles. Mais c'est plutôt, pour moi, un outil d'analyse, de compréhension contextuelle du contexte de la famille. J'ai pas de visée thérapeutique directe auprès de la famille. D'abord parce qu'elle n'a pas de demande de thérapie spécifique. Mais de toute façon, ça a quand même des effets thérapeutiques, effectivement, de faire le génogramme, parce qu'il voit bien, puis il y a les questions autour de ce qui se passe dans la famille. Et puis, le génogramme guide l'entretien. Hein, au fur et à mesure qu'on le construit, il guide l'entretien avec les familles. Et c'est pour ça que c'est une véritable intervention. Moi, je suis d'accord avec Maria. Mais bon, Et moi, donc, je le fais pas faire à la famille. Voilà. Je le fais moi et pour mon besoin dans l'accompagnement de la famille, ce qui va servir à la famille de toute façon. Hein. Voilà. mais c'est très intéressant parce que c'est aussi cette autre manière de penser le génogramme, comme ce que je disais au début, en compagnon pour toi. C'est-à-dire, c'est Oui. comme un outil réflexif, auto-réflexif, c'est-à-dire tu le dessines pour toi, à la fois il est informatif et à la fois il est ton fil rouge à toi qui va donner un petit peu. C'est C'est ça. cette richesse-là du génogramme qu'on a aussi voulu montrer dans le livre Les génogrammes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le génogramme, il est en lui-même un outil vraiment très puissant, très significatif, et puis on a des différentes manières de le faire, de l'utiliser, et ça, c'est quand même très, très intéressant. Oui. Ça, c'est quand même ce qui rend cet outil, je trouve, un outil qui ne s'est pas perdu avec le temps, qui ne s'est pas oublié. C'est sa capacité adaptative, sa capacité Voilà, c'est ça. à s'adapter en contexte, et puis au Exactement. style, tu vois, au style aussi du professionnel. Exactement. Chaque professionnel peut l'utiliser dans son contexte, voilà, en fonction de ses objectifs. Enfin, bon, il est très adaptatif, effectivement.
Et justement, pour enchaîner, je voudrais bien partager un extrait, justement, un exemple de génogramme du livre de Monica McGoldrick et Randy Gerson. Ils ont fait donc le génogramme de nombreuses personnalités célèbres, comme vous le disiez tout à l'heure, dont celui du couple Frida Kahlo, Diego Ribera. Et donc, je vais le diffuser pour que tout le monde puisse le voir. Et si c'est possible, un petit peu de le commenter et puis surtout de nous dire, en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend ce génogramme, comment le lire? Vous voulez que je commence? Yvi, et Maria, vous compléterez. Non, non, commence, Christophe, s'il te plaît. Bon, alors, vous n'avez pas choisi le génogramme le plus simple, mais c'est absolument passionnant et on voit toute la richesse de l'outil. Alors, juste 2 mots sur Frida Kahlo. Je crois que tout le monde a entendu parler de cette célèbre peintre mexicaine qui était mariée à un peintre non moins célèbre qui s'appelait Diego Rivera. Donc ça fait partie de ces couples un petit peu mythiques, couples très très tumultueux. Juste pour contextualiser la façon dont Monica McGoldrick utilise les génogrammes des personnalités dans son livre, en fait, elle explique très bien, elle a découpé son livre un petit peu par, je dirais, par thématique, par sous-système. Par exemple, les fratries, le couple, les cycles de vie, certaines thématiques spécifiques comme les triangles, etc. Et à chaque fois, donc, elle prend des génogrammes de personnalités célèbres et elle va faire le focus sur quelques éléments caractéristiques de ces génogrammes à titre de démonstration. Donc là, pour celui de Frida Kahlo, ce qu'elle a voulu mettre en évidence, c'est d'abord les aspects multiculturels euh, de la famille de Frida Kahlo, mais aussi de Diego Rivera. Et ce génogramme, on le trouve dans le chapitre du couple, hein, puisqu'elle a voulu aussi aborder la question du couple à travers ce génogramme. Donc pour le présenter, alors ça ne va pas être évident parce qu'il y a beaucoup de symboles. Alors déjà, elle a voulu, Monica, représenter tout simplement les aspects multiculturels, les origines, hein, de la famille Kahlo. Alors c'est pour ça qu'il y a toutes ces couleurs qui représentent autant de pays différents, enfin d'origines différentes. Alors on voit que du côté de Frida Kahlo, donc c'est du côté droit, hein, là quand on regarde l'écran. Elle avait un grand-père d'origine allemande, une grand-mère juive hongroise, côté paternel, et côté maternel, elle avait un grand-père d'origine, alors mexicain, mais espagnol, hein, ou d'origine mexicaine, je dis des bêtises, et une mère donc d'origine indienne, espagnole. Indigène, pardon, espagnol indigène. Oui, je crois qu'il y en avait un qui représentait un petit peu le colonisateur espagnol, et côté grand-mère maternelle, c'était un natif du Mexique, en fait, hein. Et ça, on va le voir dans ses peintures où elle va représenter souvent Frida Kahlo, tous ces aspects multiculturels, où elle va mettre beaucoup d'éléments de sa culture mexicaine, mais aussi des éléments de la culture du colonisateur, en fait, hein, espagnol. Donc tous ces aspects multiculturels, elle les a représentés dans son œuvre. Alors, donc on voit ce que ça a donné. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, dans ce génogramme. Côté Frida Kahlo, donc son père, on voit je ne sais pas si les spectateurs voient bien, mais il y a un symbole de migration. En fait, son père, qui s'appelait Wilhelm Kahl, d'origine allemande, a migré d'Allemagne au Mexique au début de l'âge adulte, parce qu'en fait, il avait perdu sa mère, et son père s'est mis en ménage avec une autre femme, et il a eu des rapports très conflictuels avec cette femme, et donc il est parti vivre au Mexique. Et il s'est vraiment approprié, je pense qu'il est tombé amoureux du Mexique, au point qu'il a changé de nom
puisqu'il a transformé Cal en Calo, et il a même changé de prénom pour Guillermo, donc il a hispanisé son nom de famille. Toujours sur cette partie du génogramme, il s'est marié avec une Mexicaine. Et là, il a vécu des choses difficiles, puisqu'il a eu trois filles et il en a perdu une, celle du milieu. On le voit sur le génogramme, hein, il y a la croix qui représente le décès. Et il a aussi perdu sa femme au moment de la naissance de la troisième fille. Semble-t-il, il s'est remarié immédiatement avec une autre femme, enfin, juste après le décès de sa première femme, donc avec la future mère de Frida Kahlo, Mathilde Calderón, avec laquelle il a eu deux premières filles, Mati et Adriana, hein, qu'on voit sur le schéma. Et puis il y a un garçon qui est né, et ce garçon est décédé à l'âge de 2 ans, hein, c'est représenté sur le schéma. Et Frida Kahlo donc, est née juste après la mort de ce garçon, ce qui a eu évidemment beaucoup d'importance par la suite. Frida Kahlo est en quelque sorte venue remplacer ce garçon disparu. Et d'ailleurs, on a des photos d'elle où à l'adolescence, elle s'habillait vraiment en garçon. Et dans sa vie sexuelle, plus tard, on sait qu'elle a eu des aventures à la fois avec des femmes et avec des hommes. On remarquera aussi que Frida est la seule fille qui porte un prénom allemand. Et très clairement, c'était la fille préférée de son père, Karl. Et elle a choisi aussi un métier artistique. Et son père était aussi quelqu'un de très artiste, puisque c'était un photographe, un très très bon photographe. Et donc, il a transmis cet amour de l'art à sa fille, qui par la suite est devenue peintre, et donc a repris le flambeau. Et enfin, il y a une dernière fille, Christina, voilà, qui arrive après Frida. Autre événement, un petit modèle répétitif, le père de Frida Kahlo a eu un accident vers l'âge de 18 ans, un trauma crânien, qui lui a laissé des séquelles. Il est devenu épileptique. Et Frida Kahlo, et c'est très connu, a également eu un grave accident au même âge, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle circulait dans un bus. Elle a été gravement blessée, elle a été empalée par une tige d'acier qui lui a fracturé le bassin et les vertèbres. Elle a subi de multiples opérations et elle a souffert vraiment toute sa vie. Et d'ailleurs, on voit que Frida, malheureusement, n'a jamais pu avoir d'enfant. Hein, on voit sur le schéma qu'il y a plusieurs fausses couches qui sont représentées. Quand elle s'est mariée avec Diego Rivera, elle est tombée, semble-t-il, 5 fois enceinte et 5 fois elle a perdu les enfants. Donc, très très grande souffrance. Mais une force de caractère quand même exceptionnelle, puisque on peut dire qu'elle a transcendé toute cette souffrance à travers son œuvre. Elle a beaucoup représenté sa souffrance. Il y a des choses assez difficiles, hein, dans ses peintures par rapport à tout ce vécu difficile qu'elle a eu. Elle est morte d'ailleurs relativement jeune, à l'âge de 47 ans, semble-t-il, d'une embolie pulmonaire. Et donc, un petit mot sur Diego Rivera, qui lui aussi avait des origines multiculturelles très très marquées. Beaucoup de drames familiaux aussi de son côté, hein. On voit que ses parents ont perdu 3 premiers garçons, hein, qui sont décédés assez jeunes. Et Diego Rivera, il avait un jumeau, on le voit représenté sur le symbole, et il a perdu son frère, Carlos, à l'âge de 2 ans. Et puis après, il a eu une sœur. Donc voilà, beaucoup de décès du côté de Diego Rivera, beaucoup de souffrance par rapport à tout ça. Et il s'est marié, enfin, il a eu plusieurs aventures avant de rencontrer et de se marier avec Frida Kahlo. On le voit sur le schéma, hein, il a rencontré plusieurs femmes, il a eu plusieurs enfants. Et là aussi, il a perdu un fils de sa première union. Et donc, il a épousé Frida Kahlo.
probablement, on peut imaginer que ces aspects d'histoire de vie de leur famille d'origine ont pu les rapprocher. Mais ils ont eu une vie de couple très très tumultueuse, c'est très connu, puisqu'ils se sont mariés, ils ont divorcé, et puis ils se sont remariés dans la foulée, donc ils ont eu beaucoup de mal à se séparer. Diego Rivera avait beaucoup d'aventures extra-conjugales, et il en a même eu une avec la propre sœur de Frida Kahlo, hein, ce qui est représenté sur le schéma, donc avec Christina. Et Frida Kahlo a elle-même eu beaucoup d'aventures extra-conjugales, dont l'une a été très connue, puisqu'elle a eu une aventure avec le célèbre révolutionnaire russe Léon Trotsky. Voilà, c'est un peu resté dans l'histoire. Mais bon, ils se sont jamais séparés, ils ont fini leur vie en vivant dans la même maison, chacun de leur côté. Voilà, donc je vais peut-être pas en dire plus, mais on voit toute la richesse de ce génogramme et comment on comprend mieux, hein, la vie de Frida Kahlo à travers tous ces éléments de multiculturalité, de drames familiaux qui ont vraiment construit son identité et l'artiste qu'elle est devenue. Alors il y a un petit tableau, je ne sais pas si vous pouvez le montrer parce que il est très très connu. Voilà. C'est le dernier tableau que Frida Kahlo a peint. Elle était encore en train de le peindre à l'hôpital peu avant son décès. Et à juste titre, Monica McGoldrick dit que c'est probablement le premier tableau qui représente un génogramme. Donc on voit 3 générations sur ce tableau. Elle a représenté ses parents et ses grands-parents dans un ciel bleu, dans les nuages. On voit d'ailleurs sur la physionomie des personnages la diversité culturelle des origines de sa famille. Hein, on voit le grand-père d'origine allemande, là, avec ses favoris, sa moustache et ses favoris, et du côté maternel, donc les origines mexicaines et espagnoles. Et bon, donc il y a ses parents, et elle s'est représentée en dessous avec ses frères et sœurs. Donc ses 2 sœurs aînées, le frère décédé, qu'elle a quand même représenté sur ce génogramme. Elle vient juste après, il y a sa sœur Christina, et puis il y a ces deux personnes qu'elle a représentées sans visage. On pense, c'est une hypothèse, hein, que c'est ses 2 demi-sœurs, puisque, je le rappelle, son père a été marié une première fois, il a perdu sa femme quand elle a accouché de la 3e fille, donc son père avait 2 filles d'une première union, et quand il s'est marié avec la future mère de Frida Kahlo, cette dernière a refusé d'élever les 2 premiers enfants de son mari, et donc ces 2 enfants, semble-t-il, ont été éloignés, ont été confiés à un couvent, et donc c'est très touchant que Monica McGoldrick les ait représentés sur ce tableau avec les figures effacées. Enfin, c'est Frida Kahlo, hein, qui les a représentés, pas Monica McGoldrick. Et Monica McGoldrick fait une interprétation de ça que je trouve intéressante. Elle dit, ben oui, Frida Kahlo nous rappelle à travers cela que les personnes qui ont été éloignées, tout ce qui relève du secret, a beaucoup de poids dans les familles. Ça pèse beaucoup sur la vie des familles. Et d'une certaine manière, Frida Kahlo a tenu à représenter ces gens qui faisaient partie de sa famille et qui pourtant avaient été cachés ou éloignés. Il y a un dernier personnage où semble-t-il un garçon qui allait très biffer. Alors ça, on se demande si c'est pas son frère disparu qu'elle n'a jamais connu. Bon voilà, c'est vraiment je trouve un tableau très intéressant qui représente un génogramme en peinture et qui dit beaucoup de choses sur la famille de Frida Kahlo. Je m'excuse, j'ai beaucoup parlé. Pas de souci, je vais enchaîner avec la question suivante, puisqu'effectivement, il nous reste peu de, Est-ce que peu je de peux temps. dire un mot sur le génogramme, un tout petit mot peut-être, Oui, Maria? vas-y, oui. On peut revenir sur le génogramme, s'il te plaît, Oui. Herminie. Il y a 2 choses qu'on va quand même, qui sont quand même très importantes pour nous. C'est
moi et Maria, on travaille depuis des années sur ces questions interculturelles ou transculturelles, la place des cultures qui, ici, dans ce génogramme, est représentée comme ça. Je trouve que c'est très intéressant cet aspect-là. On doit le faire voir dans les génogrammes, on doit faire apparaître. Bon, ici, c'est d'une manière très dessinée. Dans la vraie, on va dire, dans la réalité, on ne le fait pas forcément avec des couleurs différentes, mais on signifie toujours quand même les migrations, les origines différentes dans les génogrammes. On ne met pas forcément de la couleur comme ça, mais pourquoi pas, c'est une piste. Et l'autre chose, parce que c'est quand même ça qui me préoccupe, donc dans 2 livres, on a parlé de ces questions, enfin, dans un livre qui s'appelle Mobilité-Migration, et moi aussi dans un autre qui s'appelle Le migrant et sa famille. Mais ce qui était très amusant quand j'ai revu ce génogramme, je n'avais jamais vu le génogramme de Frida Kahlo, même si c'est une peintre très connue. En le regardant avant cette intervention, il y a quand même dans ce génogramme au moins 2 histoires de belles-mères. Il y en a 3 belles-mères très marquantes là, c'est-à-dire la mère du père, la belle-mère du père qui ne veut pas de lui, qui le pousse de la famille au point qu'il va migrer. La mère de Frida Kahlo qui aussi rejette ses beaux enfants et qui ne sont pas présents dans la vie de la famille. Donc, Guillermo abandonne ses beaux enfants comme il a été, on peut dire, un peu abandonné par son père au profit de la belle famille, de la belle-mère. Et Frida Kahlo qui n'a pas d'enfants, je me dis quel est le sens de ça, et puis on ne pourra pas savoir, mais c'est peut-être aussi une manière de ne pas rejeter les enfants de Diego, parce que quand on a dans ce génogramme-là, l'arrivée de ses propres enfants fait qu'on rejette les enfants de l'autre. En tout cas, c'est des idées comme ça, mais cette figure de belle-mère qui n'est pas très sympathique me fait penser que me fait penser au livre que je viens d'écrire sur ces questions-là et de me dire que peut-être que ces femmes n'ont pas été aidées non plus à comment accueillir ces enfants. Hein. Et ça fait des ruptures et ça fait des brisures et ça fait des déchirures quand les enfants sont comme ça, une partie de la famille est éjectée. Et d'ailleurs, Frida l'a vécu elle aussi, parce que quand elle dessine et qu'elle fait ce dessin, et l'hypothèse de Monica McGoldrick est super intéressante. Quand elle fait ces 2 absents-là qui sont très présents, on se dit quelle place ces enfants ont eu dans sa vie, ses frères et sœurs-là. Donc voilà, ça me faisait faire le pont avec belle-mère, beau-père, trouver sa place. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher parce que pour moi, c'est très criant du coup. Oui, effectivement. Et donc, c'est un ouvrage qu'Ivy a publié en fin d'année dernière et que vous pouvez retrouver sur notre site, donc, qui s'appelle Belle-mère, beau-père, trouver sa place, et qui aborde tous ces sujets-là. Et donc pour enchaîner et bientôt conclure, je veux savoir comment vous, chacun de vous, vous utilisiez le génogramme au quotidien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être d'abord Christophe, justement avec votre point de vue de médecin, votre rôle de médecin, Maria plutôt dans le contexte de formation et Ivy avec la thérapie individuelle. Je vous laisse décider qui commence, mais voilà, ce serait bien de nous expliquer un peu comment vous l'utilisez, vous. Ah, je peux commencer peut-être. Oui, alors, comme je suis professeur à une université appliquée, alors mes étudiants sont les travailleurs sociaux, alors ils deviennent des travailleurs sociaux et dans le master, j'ai un séminaire où les étudiants travaillent sur leur génogramme. Alors, je trouve que c'est un travail important pour la réflexion sur soi et sur les patterns de la famille et comment on crée la relation avec les clients, les patients, avec les gens avec qui on travaille venant d'une certaine famille avec des certaines délégations peut-être ou oui, paternes.
Et je trouve alors les étudiants, ils disent que c'est un travail, c'est vraiment à la fin des études en master, c'est le dernier séminaire, que c'est quelque chose de très important pour eux. Et ils voient que c'est quelque chose on peut retravailler dans chaque phase de son biographie professionnelle. Alors, on peut revisiter son génogramme 10 ans plus tard aussi, et on voit des choses différentes. C'est quelque chose, euh, je trouve, comment on dit, c'est lifelong learning. On apprend toute sa vie. Et on apprend aussi toute sa vie sur sa propre famille. Merci Maria. Et vous donc Christophe, comment vous l'utilisez? Oui, je vais être bref. Donc, j'en ai, je dirais, deux usages. Je l'utilise quotidiennement d'abord. Juste très rapidement, moi, je travaille dans un hôpital et vous savez, les médecins, ils sont toujours débordés. Et dans le livre de Monica McGoldrick, il y a un chapitre, c'est la première fois que ça arrive au fil des éditions, qui a été écrit par un médecin, le docteur Crouch. C'est le chapitre 10 du livre sur les génogrammes de McGoldrick. Moi, j'invite vraiment les médecins, les infirmières, enfin ceux qui travaillent dans des institutions à lire ce chapitre où il y a de véritables cas cliniques. Hein, là, ce n'est pas des personnalités célèbres. Et Crouch dit, mais les médecins devraient vraiment, ou les soignants, hein, prendre le temps de faire des génogrammes. Il ne faut pas avoir l'excuse d'être débordé. On fait beaucoup de tâches administratives inutiles, hein, vous savez, à l'hôpital, alors que rien n'est plus utile que de faire un génogramme. Le squelette d'un génogramme, c'est 15 minutes hein, pour le dessiner. On peut facilement le glisser dans un dossier, le revoir. Donc moi, je le fais en consultation avec mes patients. J'en fais très régulièrement, hein, toutes les semaines. Donc comme je le disais, première utilisation, c'est un outil de compréhension pour moi, d'analyse contextuelle. C'est un guide pour l'entretien. Mais je suis gériatre, hein, je ne l'ai pas dit, donc j'accompagne des personnes âgées qui ont des maladies chroniques, qui sont entourées de leur famille. Et c'est très très important de repérer le circuit de l'aide qui existe dans les familles. D'ailleurs, il y a un symbole pour ça dans les génogrammes. C'est la fameuse double flèche, hein, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, Monica McGoldrick fait un petit chapitre dans le livre sur ces génogrammes du soin dans les familles, dit-elle. Et elle a représenté sa propre famille pour expliquer comment on se soigne les uns les autres quand quelqu'un est malade dans une famille. Ben moi, je fais ça quand je fais les génogrammes, je fais des petites flèches pour savoir qui aide la personne âgée. Ça peut être des membres de sa famille, évidemment, mais ça peut être aussi un voisin, un ami, et puis il y a tous les professionnels qui interviennent. Donc voilà, vraiment, ce génogramme, c'est vraiment un outil de compréhension, de repérage contextuel, et qui va permettre de comprendre ce que vit la famille et de l'aider au mieux de nos possibilités. Il y a un deuxième usage que je peux faire, c'est en équipe. On peut être amené, effectivement, quand on est face à des situations très complexes, on a du mal à comprendre, avec des familles en très grande souffrance, à faire un génogramme en équipe. Je crois que Maria Borxa en parle dans son dernier livre sur la supervision. Elle utilise le génogramme en équipe comme ça. Donc, on peut être amené à faire un génogramme, à le partager en équipe, à en parler en équipe, sous couvert de secrets professionnels, évidemment. Hein. Ce génogramme reste dans le dossier médical et n'est pas divulgué à l'extérieur, avec l'accord des personnes, enfin des familles et des patients. Et ça nous aide beaucoup, beaucoup à voir, à changer de regard, souvent sur des situations qui paraissent bloquées, et à trouver des pistes de solutions. Donc c'est vraiment aussi un outil qu'on peut utiliser de manière collective, le génogramme. Je te laisse la parole, Yvi.
Merci. Dans les thérapies de couple, de famille et aussi individuelles, avec l'idée quand même que le génogramme, c'est dans les prises en charge individuelles, qu'elles soient de thérapie classique dans le bureau d'un psy, mais aussi l'accompagnement d'une manière générale, en fait, des personnes. Quelquefois, on est dans des accompagnements individuels en protection de l'enfance ou à l'hôpital. Le fait de faire le génogramme dans ces contextes-là permet de faire parler et de faire venir et d'inviter en fait la famille intériorisée, la famille telle que la personne la pense, telle qu'elle la voit, et ce que disaient Maria et Christophe, hein, dans une investigation qui est autour des événements, mais aussi des styles relationnels, des modalités relationnelles, des scripts relationnels qui vont aider la personne à comprendre ce qui lui arrive aujourd'hui à travers une lecture bien plus large de sa problématique, bien plus vaste, avec une interrogation qui est transgénérationnelle de ce qui pose problème ou de ce qui la mobilise là dans cet accompagnement, ce qui fait symptôme. Et puis, effectivement, dans les supervisions, dans les formations, enfin vraiment, le génogramme, c'est l'outil, je trouve, de choix dans la clinique d'une manière générale, qu'elle passe par la supervision, par le travail avec les personnes, mais aussi par la formation des professionnels. Donc, je l'utilise tous les jours. J'en fais plusieurs par jour. Et je dois dire que quelquefois, quand je le propose en formation, j'ai refait le mien. J'ai refait mon génogramme pour moi, comme ça. Tant que les gens font leur génogramme, j'ai refait le mien. Et j'ai quand même l'impression de toujours, ou de très souvent, on va dire, découvrir des choses nouvelles que je n'avais pas vues, alors que je l'ai fait à plusieurs fois. Je ne sais pas si vous observez ça, c'est-à-dire quand on fait l'expérience de refaire son génogramme, on découvre toujours des choses quand même nouvelles. C'est inépuisable en fait, si on doit dire, c'est inépuisable. Et c'est vrai que dans le livre sur la supervision qu'on a publié avec Maria, qui est un ouvrage collectif, on en parlera, mais on l'amène, hein, on l'amène parce qu'il est présent partout. Avant de nous quitter, on a deux petites questions. Si on a 2 minutes, Herminie, si vous pouvez répondre brièvement. Est-ce que vous abordez les questions d'inégalité de genre au sein des familles avec le génogramme? Bah oui, on aborde les questions d'inégalité des genres, puisqu'on aborde la question des places de chacun, des rôles de chacun et de comment chacun s'est perçu et s'est senti dans sa famille, et quelles sont les exigences qu'on a perçues par rapport à sa famille d'origine et quelles sont ce qu'on souhaite préserver de ces exigences-là, ce qu'on souhaite répondre à ces exigences-là. Et aussi à travers la question du travail, d'ailleurs avec Gilbert Prégnot, on a écrit un texte. Gilbert travaille beaucoup sur le génogramme professionnel et puis la place du travail. Donc ça, c'est aussi une manière d'interroger effectivement les questions de genre et d'inégalité dans le génogramme. Oui, je trouve aussi, on a bien vu dans le génogramme de Frida Kahlo et de Diego Rivera les aspects socio-historiques. Alors, de la migration, de émigration, à cause de certains événements historiques, comme par exemple une guerre ou quelque chose de différent. Et je trouve que dans les génogrammes, on peut parler ou on peut créer des hypothèses aussi sur les influences socio-historiques et l'inégalité du genre ou être d'une certaine ethnicité ou des autres choses, la discrimination, ça donne la parole pour discuter ou pour questionner l'influence des inégalités dans les familles. Et une question très pratico-pratique, est-ce que vous utilisez des calques pour faire les différents niveaux? Non. Des quoi? Des calques. Des transparences. Des transparents et comme ça,
On ferait un génogramme par-dessus un autre pour mettre d'autres liens. Non, on les Non. ajoute au fur et à mesure. Voilà, moi je les fais au crayon à papier, je complète au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Ou je les refais au propre. Ouais. Ouais. On les refait, on les redessine. Ouais. Oui. On n'est pas bien organisé, peut-être. Un Oui, c'est une génogramme, bonne ça ne se idée, fait pas hein. en une C'est fois. bon. Hein. Comment ça? Un génogramme, ça se fait pas en une fois, ça se complète au Non, fur et à mesure des rencontres et voilà. Il exactement. ne faut pas vouloir être exhaustif. Hein. Quand on fait un génogramme, on suit le fil de l'entretien avec nos familles et puis ça se complète au fur et à mesure qu'on les rencontre. Donc Et on on le redessine. et on le fait dans le travail avec les adultes, les adolescents, les enfants, les personnes âgées, comme tu dis là. Et comme on a vu dans le livre Les génogrammes d'aujourd'hui, on le fait de manière aussi créative, avec la possibilité de dessiner sa famille sous forme de paysage, Ouais. l'utilisation des boutons, comme présente Sabine. Lagardère, l'utilisation des animaux, des figurines, comme elle propose Monica McGoldrick, des animaux, comme je peux le faire. Enfin, voilà, c'est vraiment très vivant et très, très varié. Peut-être qu'il y avait des slides, non? En plus, Herminie, je pense qu'on a. Oui, je vais reprendre. Donc, on doit malheureusement s'arrêter maintenant, mais c'était très passionnant comme rencontre. Je vais juste vous rappeler donc les références du livre donc de Monica Malgodrick, Randy Gerson et Sueli Petri, qui a été traduit donc par Christophe Brett. Donc, c'est le génogramme, principes et applications cliniques. Donc, vous pouvez le retrouver en librairie et sur notre site esf-scienceshumaines.fr. Ensuite, il y a aussi, donc nous avons parlé du livre de Maria Borxa et Vidor, donc qui s'appelle Les génogrammes d'aujourd'hui, la clinique systémique en mouvement, donc qui est paru en 2020 et qui est toujours aussi disponible en librairie, sur les librairies en ligne et sur notre site. Voilà, avec bien sûr, ils sont nombreux, donc on n'aura pas le temps de tous les citer, mais bien sûr, c'est un livre collectif qui a été dirigé par Maria et Evie. Et donc, je vous laisse la liste des co-auteurs de l'ouvrage, qu'on salue si certains nous suivent ce soir. Et donc, je vous rappelle aussi, donc, le prochain webinaire aura lieu en juin et ce sera autour donc, de l'ouvrage dont nous avons également parlé ce soir, la supervision systémique, donc, qui a été également coordonné par Ivy et Maria. Donc, on se retrouvera avec toutes les deux le jeudi 5 juin à 18h. Les inscriptions sont ouvertes. Je vais vous mettre le lien dans le chat si certains veulent s'inscrire dès maintenant. Sinon, nous vous enverrons l'information par mail de toute manière pour vous donner, vous permettre de vous inscrire. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Alors, le temps que je retrouve la conversation avec tous. Voilà, vous l'avez comme ça. Et puis du coup, je vous laisse, Ivy, peut-être présenter ta newsletter aussi. Donc vous avez là le lien, vous pouvez vous inscrire. Oui, alors en fait, ça, c'est le QR code d'une newsletter que j'ai créée avec l'aide de Julien Bess, d'ailleurs, que j'ai démarré en janvier-décembre l'année dernière, novembre de l'année dernière, pardon. Et une fois par mois, j'envoie des informations, des conférences, des textes, des articles, et des petites vidéos, quelquefois des podcasts. Voilà. Donc, si vous voulez faire partie de cette newsletter, merci de vous inscrire. Voilà. Voilà, je vous mets également le lien dans la conversation. Peut-être Christophe aussi, vous vouliez rapidement quand même présenter votre association, Oui, Systémoon. oui, je suis le président d'une association de systémie qui s'appelle Systémoon, association de systémie du Sud-Ouest, donc qui est basée à Saint-Sevé dans les Landes. Donc c'est une association qui propose des formations et qui a des groupes d'intervision. Donc je vous mets le lien du site internet qui va bientôt être nettement enrichi. Et voilà, on peut nous écrire, on répondra avec plaisir à ceux qui nous envoient des messages. Et puis s'il y a des gens dans le coin, dans la région, l'association est ouverte aux adhésions. Voilà, Systémoon, association de systémie du Sud-Ouest.
Et ensuite, peut-être Maria, il y a le congrès de l'EFTA cette année, donc les dates ont été annoncées. Si vous voulez nous en toucher deux mots avant Ah, qu'on conclue. d'accord, ok. Alors, comme je suis ancienne présidente de l'EFTA, je vous invite de venir à Lyon en août, les derniers jours en août. Et je crois on peut se rencontrer là, face to face, en réel. Ce serait une bonne idée, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. Et au congrès de l'EFTA, nous sommes en train d'organiser un forum des auteurs pour que justement tous les auteurs ESF, et donc notamment vous trois, mais aussi tous les autres, puissent échanger, parler autour de leurs ouvrages au congrès de l'EFTA, donc qui aura lieu donc à Lyon fin août. Et ce sera un très bon moment, très enrichissant. Et voilà, et on vous y attend nombreux pour ceux qui veulent passer une fin d'été enrichissante. Merci à tous. Et donc, ça y est, nous terminons ce webinaire. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Merci beaucoup, Christophe, Maria et Evie, pour ces échanges très intéressants. Merci également, Sophie. Merci. Et puis donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez suivre notre actualité, retrouver les liens des webinaires, des ouvrages. Donc, nous sommes les éditions ESF Sciences Humaines et vous pouvez donc voir nos actualités sur notre site, vous inscrire à notre newsletter ou nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur YouTube où le replay du webinaire sera disponible dans une semaine. Donc, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui n'auraient pas pu nous suivre en direct ce soir. Voilà, donc sur YouTube, ESF Sciences Humaines. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.